Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je voudrais aujourd'hui évoquer avec vous les souvenirs d'un vieux prêtre de sa petite enfance. C'est Monseigneur Mayol de Loupé, qui est un prêtre, un chevalier d'un ordre militaire, septième enfant d'une famille de vieille noblesse française, fidèle au roi, qui est né en 1873, qui est décédé en 1955, et puis qui a été surtout connu pour être l'aumônier de la LVF, la Légion des volontaires français sur le front de l'Est, qui ensuite est devenue la division Charlemagne. Donc plus connu pour ça, mais ce n'est pas cet aspect-là que nous évoquerons aujourd'hui. Donc il a, en 1938, écrit un petit fascicule sur ses souvenirs d'enfance, mais avec un regard, je dirais, théologique et spirituel. Petite enfance, donc en gros il a 4, 5 ans, 6 ans, 7 ans maximum, vous voyez, c'est ce petit âge. Et j'ai relevé dans son livre plusieurs anecdotes qui sont très, très instructives, dignes d'intérêt. Premier souvenir, première anecdote, c'est il se souvient d'un de ses premiers combats spirituels, parce que les enfants, même s'ils sont petits, ils doivent combattre contre leurs penchants, combattre contre les tentations. Le combat spirituel concerne tout le monde. Et donc il raconte ainsi ce premier combat spirituel. Maman, j'ai faim. Oui, ça arrive très souvent chez les enfants, ils ont souvent faim. Alors sa mère, qui m'aimait tendrement, dit-il, comme il convient dans une famille de 7 enfants, notre éducation était sévère. Alors elle lui dit, va demander une tranche de pain. Et donc c'est sévère, c'est-à-dire qu'on ne va pas commencer à faire un goûter extraordinaire, il a faim, c'est pas le moment du goûter, mais ça reste. Donc à la fois la maman est attentive, parce que s'il a faim, c'est l'âge, c'est normal, il y a des moments, ils ont besoin de sucre, il faut leur donner un petit peu à manger. Et la maman ne dit pas, t'as faim, t'attends le repas. Ça aurait peut-être pas été judicieux. Mais en même temps, elle est sévère. C'est-à-dire qu'elle ne va pas lui donner 1000 gâteaux, le bon bonbon qu'il voudrait. Non. Allez, une tranche de pain, ça va calmer ta faim et ça va être à la fois un peu mortifié. C'est un bon équilibre. Ce qu'on va voir, en fait, la maman est très, très bonne et très grande dans ces exemples-là. Donc, va demander une tranche de pain. Alors, le petit Jean, c'était son prénom, Monseigneur Mayol de Loupé, va vers le valet, parce qu'ils avaient des serviteurs, et il va demander au valet une tartine de beurre. Ah, il a rajouté quelque chose. On avait parlé d'une tranche de pain, et maintenant il dit une tartine de beurre. Parce que lui, l'éducation sévère, ça lui plaisait peut-être pas trop quand on avait 4-5 ans. Alors, il a sa tartine de beurre, il est ravi, mais il a conscience d'avoir là dans la main un bien qui est défendu. Ça ne correspond pas à la réalité de ce qu'il devrait avoir. Alors il se presse à manger sa tartine de beurre pour qu'elle disparaisse, que le beurre ne soit plus visible. Donc il goinfre, mais trop tard, maman l'appelle. Et quand maman appelle, on ne fait pas attendre maman. Alors Jean rentre dans le salon avec sa tartine de beurre pas finie. Et il cache le beurre. Il montre que l'autre côté de la tartine. Mais le beurre tombe par terre et maman voit le beurre tomber par terre. Aïe, aïe, aïe. Jean, qui t'a donné cette tartine de beurre? D'où ça vient? Question. Et la maman, elle pose des questions d'abord. Elle ne commence pas on mène une enquête. On mène l'enquête. Silence de petit Jean. Petit Jean, dis-moi. Il n'a pas envie. C'est Francis, maman. Donc c'est le nom du valet. Et pourquoi du beurre? Je sais pas, maman. Premier mensonge, vous voyez, la gourmandise va provoquer le mensonge. C'est classique. Hein. Alors maman, continue l'enquête, parce que ça suffit pas, ça. Tu n'en as pas demandé? Ah non, maman. Deuxième mensonge. Alors, il faut quand même mener l'enquête, parce que c'est un gamin de 5 ans. Qu'est-ce que ça vaut, ce qu'il dit? Ça peut être vrai, ça peut être faux. Alors la maman appelle le valet, et elle lui demande des explications. Et le valet répond, parce que monsieur Jean m'a demandé, madame la vicomtesse. Alors, elle veut être bien sûre, maman. Il vous a dit une tartine de beurre? Oui, madame la vicomtesse. Alors ce jour-là, dit-il, pour la première fois, j'ai appris qu'il y avait de grands et de vilains défauts. Le mensonge, la gourmandise et l'orgueil. Car je pleurais, mais je ne voulais pas demander pardon. Tout y est.
Et je n'ai pas eu, alors la punition, remarquez là, la punition, je n'ai pas eu la permission ce jour-là d'embrasser ma mère. Vous voyez, il n'y a pas eu de claque, non pas que je suis contre les claques, les claques c'est parfois utile, mais c'est pas toujours nécessaire. Il faut pas non plus, faut modérer les sanctions. Là, la sanction, ça a été, eh bien, tu es un fils indigne, tu n'embrasseras pas ta mère aujourd'hui. Et ça l'a fort peiné. Toute la journée se passa sans que je revisse ma mère. Attends, je peux te voir. Et oh, quelle tristesse noire. Il s'en souvient, ça l'a marqué. Ça l'a marqué. D'avoir été rejeté par sa mère à cause de sa faute. Et très bel exemple. Alors après, ça dépendra des garçons et ça dépend de l'âge. Certains, ne pas être embrassés par moment, ça leur fera peut-être pas grand-chose, alors il faudra peut-être passer à une autre punition, à une autre sanction. Mais un petit enfant a l'instinct, et son instinct lui dit que sa maman, c'est un de ses plus grands biens et que s'il perd maman, il perd beaucoup. Donc la maman peut et doit jouer sur ça comme sanction. C'est ce que fait intelligemment la mère de Monseigneur Mayol de Loupé. Deuxième exemple intéressant, ça se passe au temps de l'Épiphanie, donc fête des rois évidemment, et donc dans une famille royaliste, cette fête était en tant que catholique et en tant que royaliste, particulièrement fêtée évidemment, avec des rites propres à la famille, des coutumes propres à leur famille. Et coutume qui elle est plus générale, plus commune, c'est la fameuse galette des rois qui va être distribuée avec les choix du plus petit qui est sous la table et qui dit les noms des frères, des sœurs, des parents, etc. Alors, dit Monseigneur Mayol de Loupé, le plus petit, c'était moi pendant plusieurs années. Mais vint un jour d'épiphanie où je dus céder la place à ma petite sœur, qui s'appelait Marion. Et cela m'enragea fort de perdre ce privilège, la jalousie. J'étais content d'être à l'honneur, d'être au centre de l'activité, d'être au centre du jeu, de la coutume. Puis un jour, c'est la petite sœur qui prend sa place. Et il en veut à sa petite sœur maintenant. Et alors, Madeleine, une autre, sa grande sœur, Madeleine en profita pour me harceler. C'est bien fait, parce que toi aussi, tu m'as volé la place. Ah oui. Un jour, Madeleine a dû céder la place à Jean, parce que c'était le plus petit. Puis Jean a dû céder la place à Marion, parce que c'était la plus petite. Et là, on voit bien les défauts du cœur humain. La jalousie, je veux tout à moi, je veux que ce soit moi. Entre frères et sœurs, souvenez-vous de Caïn qui tue Abel. C'est une histoire de famille. Et Madeleine disait à Jean, les femmes, les filles savent bien harceler les petits mots là, qui font mal aux petits frères. Là. Ils n'ont pas les muscles, mais ils ont les petits mots, les femmes. Alors Madeleine dit à son frère Jean, c'est Marion qui te l'apprend maintenant. J'aime mieux que ce soit Marion que toi. Voilà. Souffre, mon gars. Parce que elle, au moins, elle ne m'a rien volé. Sous-entendu, toi, tu m'as fait du mal aussi. Et non, rien, c'est chacun sa place, chacun son tour. Non, les enfants ne veulent pas partager. Ils veulent tout pour eux. Et conclusion maintenant spirituelle de Monseigneur de Mayol de Loupé. Ainsi vont les choses. Et les petits-enfants dans une famille nourrissent contre ceux qui les supplantent les rancunes qui animent les royaumes et les républiques contre les nations qui veulent leur ravir une prédominance ou une quelconque zone d'influence. Et ce qui se passe en microcosme dans une petite famille, c'est ce qui se passe dans l'histoire de l'humanité. Un pays veut la prédominance, veut le tel privilège, et fera des guerres, il y aura des rancunes entre les peuples, il y aura des guerres intestines, des guerres de succession, des guerres de tricherie dans les élections. Tout ça, c'est l'histoire des hommes, et tout ça commence déjà dans l'histoire d'une famille, dans le cœur d'un enfant. C'est l'humanité, tout ça. Un enfant ou l'humanité, ça va être les mêmes vices. C'est le degré et la puissance qui changent, c'est tout. Et très belle conclusion de cette histoire de Monseigneur Mayol. À part la taille, je voudrais bien savoir ce qui distingue un homme d'un enfant. Oui, la taille, mais pas les vices. L'enfant a déjà ses défauts en lui. Troisième anecdote, à propos des livres pour enfants. Un jour, il y avait sa bonne qui lui lisait des livres qui l'enchantaient, qui le faisaient rêver.
Mais certains avaient un style moderne et avec quelques inconvénients. Donc déjà des histoires qui, non pas qu'elles sont immorales, mais qu'elles sont un peu surfaites et puis un peu modernes, donc qui ne convenaient pas aux coutumes et aux convenances de l'ancien monde qui restait dans cette famille. À juste titre, pour la plupart des choses. Dans l'un d'eux, il y avait Gaston qui tutoyait ses parents, ce qui n'était pas la règle à la maison. Alors, ça peut se faire, mais ce n'était pas la règle à la maison. Jean, alors, imita ce qu'il entendait, ce qu'il voyait dans ses livres, et il fut grondé, et la bonne avec, et le livre fut confisqué. Il y eut plus grave. Dans les aventures de la petite Lily, donc une histoire de l'époque, la petite, beurrait les tartines grillées de son père, lui servait son café au lait le matin, lui ouvrait le courrier avant de le lui passer. Bref, c'est une histoire un peu stupide, un peu bébête, mais ça a enchanté l'imagination du petit Jean. Et un jour, Jean Mayol arrive à se faufiler dans le bureau de son père. Et il va essayer de reproduire tout ce qu'il avait vu dans cette histoire, parce que les enfants imitent, et imitent bêtement, on va le voir. Pas toujours, mais souvent. Et il va verser un peu de thé partout dans le bureau, il ouvre tant bien que mal les enveloppes qu'il voit traîner sur le bureau. Alors ce jour-là, dit-il, ce fut terrible, et j'appris que c'était un crime de lèse-majesté que d'ouvrir le courrier de ses parents. Je fus admonesté, grondé et fessé. Donc là c'est pas tu n'embrasseras pas maman. Hein. Là, il fallait qu'il comprenne que ça ne va pas se reproduire 2 fois. Donc là, c'est la fessée. Et je n'osais pas invoquer la petite Lily pour ma défense. Dis-moi, mais j'ai fait comme le livre qu'on m'a lu. Vous voyez, l'enfant a sa logique aussi à lui. Alors ma bonne, elle aurait été morigénée, et je n'aurais plus les belles histoires que je voulais entendre. Alors je fus ce jour-là héroïque, et j'acceptais d'être gourmandé. Mais dès lors, je compris que les histoires des livres et la vraie vie, n'ont entre elles qu'un rapport assez faible. Oui, attention à l'imagination. La fille qui lit des livres, des histoires, le garçon qui lit des trucs enthousiasmants, oui, mais attention, ça c'est les livres, c'est pas nécessairement la réalité, et où la réalité va demander d'autres efforts, d'autres vertus qui ne sont pas apparentes dans les livres. Et moi-même, je me répétais qu'on commettait bien des injustices envers les enfants qui étaient fouettés pour avoir accompli ce qu'il valait des compliments dans les livres de la petite Lily. Et ça, la logique de 5 ans. Vous voyez pas. Et une dernière histoire pour aujourd'hui, on fera une autre fois, à propos du savoir-vivre. Le savoir-vivre peut être quelque chose de très mondain et de très factice, comme de quelque chose de très essentiel et fruit de la charité. Il y avait un repas de famille, donc important, et on y apporte un lapin rôti. Et puis le petit Jean était sur sa haute chaise, vous voyez qu'il n'est pas très vieux, il doit avoir 3-4 ans, peut-être moins. Et puis il part d'un fou rire irrésistible. Alors Jeannot, pourquoi tu ris ? Demande maman. Alors Jean se tait, mais il continue à rire. Alors c'est sûr que quand quelqu'un éclate de rire, vous comprenez que ça gêne le repas familial. On veut participer ou alors on ne rit pas. Mais c'est gênant. Pourquoi ris-tu ? Papa, je ne peux pas le dire. Alors la maman dit, mais dis-le. Puisque tu ris, quelque chose intervient, là maintenant ou il fallait pas rire ou il fallait le dire. Alors le garçon, il n'a pas envie de le dire. Il dit, non, c'est pas joli. C'est pas joli. Alors la maman dit, dis-le à ton père. Alors là, Jean commence à indiquer l'entrecuisse du lapin et en riant, il déclare des trivalités, des choses grossières dont on ne parle pas à table. Alors là, la sentence de la mère va être immédiate. Mademoiselle, emmenez cet enfant. Donc, il quitte la table. Et le petit Jean donc est exclu de la société familiale à cause de son manque de savoir-vivre. Et en effet, il faut donc conclusion de Monseigneur Mayol, la courtoisie, la vie en société, exige de savoir contrôler ses pensées, sa langue, son langage, et de savoir ne pas tout dire. La vie en société, et donc la vie familiale, exige de ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête. C'est une question de politesse et de charité. Donc ça s'appelle, plus tard, quand on sera homme, ça s'appellera la diplomatie, la retenue, les bonnes manières, la politesse tout simplement. Ou aussi, et le monde aujourd'hui
a tendance à faire croire que être franc, quelqu'un de franc, c'est quelqu'un qui ne se gêne pas. Et on ne se gêne pas, on se dit tout. Non, c'est pas vrai. La franchise n'exige pas plutôt la franchise n'exclut pas de savoir se réfréner, de se gêner, pour ne pas indisposer les autres. Et ceci est vrai de la société tout court, comme de la société familiale, même en vie de famille. La vie de famille demande que l'on se maîtrise et que l'on fasse des efforts sur soi. Voilà. Et je pense que ces réflexions et ces anecdotes peuvent nous aider à progresser en âge, en science et en sagesse, comme le faisait l'enfant Jésus. L'anecdote suivante est fort intéressante, vous allez le voir. Il raconte un retour de foire où les familles, les grands de la famille avaient été participés. Et donc la grande fille des Mayol de Loupé revient avec des lots qu'elle avait gagnés. Et puis comme elle était généreuse, une gentille, brave fille, elle va étaler tous ses lots devant ses petits frères et sœurs, et puis gentiment elle va les distribuer à ses frères et à ses sœurs. Mais, dit notre évêque, notre prélat, mais ici-bas il ne saurait y avoir d'équitable répartition. Et puis il y a l'avarice, et puis il y a la jalousie des uns et des autres qui va tout envenimer. On n'est jamais content, on voudrait ce que l'autre a et que je n'ai pas. Et parce que je ne l'ai pas, je ne suis pas content ou contente. Alors, une des sœurs de Jean, Mayol, qui était Germaine, elle avait une assiette de plus que Jean. Et Jean, il voit bien qu'elle a une assiette de plus. Alors, il dit, Tété, c'est Thérèse, Tété, donne-moi encore une assiette. Il suppliait sa grande sœur. Mais la grande sœur lui répond, mais je n'ai plus rien, j'ai tout donné. Il se plaint encore. J'ai mes cadeaux, je donne tout, et il veut encore un truc, le gars. Et elle dit, je suis la seule à ne plus rien posséder, et voilà qu'ils ne sont pas contents, et qu'ils veulent la part du voisin. Et puis, fragile, la petite fille, la grande fille, se met à pleurer en sanglots. Elle voulait faire plaisir à ses frères et sœurs, puis maintenant elle voit que c'est la jalousie qu'elle a produite, qu'elle a engendrée indirectement. Alors, le grand frère de Jean, pour proposer un peu de détendre l'atmosphère, ils décident de jouer à un jeu qu'ils avaient l'habitude de faire, c'était de procéder au coucher de la reine. C'est-à-dire qu'ils imitaient avec leur petite imagination les services royaux. Vous savez que les rois avaient plusieurs serviteurs avec des degrés comme la reine, et c'est une fonction sociale, même si apparemment les rôles étaient insignifiants, comme porter tel instrument quand le roi était coupé la barbe, etc. C'est une manière sociale d'avoir des relations et des hiérarchies. Bon, ça avait son sens, même si ça peut être un peu parfois exagéré. En tout cas, eux s'en inspirent pour jouer à faire le coucher de la reine avec un bébé qui va symboliser la reine. Alors un cérémonial se met en place, chacun a son rôle. L'un doit tenir le bougeoir, l'autre doit passer la chemise à la reine, l'autre doit la mettre au lit, etc. Chacun participe à l'action. Mais le frère qui avait eu l'idée du jeu voulait être le seul à tenir la main de la poupée sacrée. En main, la poupée sacrée. Il voulait le privilège malgré tout. C'est moi qui ai trouvé, donc c'est moi qui vais avoir toujours la reine à côté de moi. Alors ce fut une belle bataille, dit notre prélat. De beaux cris et un beau scandale. Je veux la coucher. Non, tais-toi, la reine ne veut que moi. Alors on est dans l'imaginaire, mais vous comprenez bien que dans la réalité, c'est les mêmes problèmes qui se passent. Alors, on commence après les mots, ça va être les gestes. On donne des coups, on crie, des égratignures. Alors la bonne qui devait les surveiller est complètement dépassée, elle ordonne de donner la poupée à Thérèse, qu'elle avait gagnée au lot. Mais Alexandre, le grand frère, résiste. Non. Et puis il y a plus de force, lui. Alors il est exaspéré de voir que le jeu qu'il avait organisé lui échappe, et il va prendre la reine par la jambe et il la jette dans un coin de la chambre, et la poupée se fracasse la tête. Voilà. Le beau jouet est explosé contre le mur. Alors là, les enfants demeurent pantois, et nous méditions, dit le prélat, dans nos cervelles naissantes, sur la fragilité des grandeurs humaines, les inconvénients de la générosité sans limite. Très juste, on est en plein dedans. La France et le gauchisme, qui est du féminisme exacerbé, c'est l'assistanat. C'est la générosité sans fin. Ça, c'est pervers comme système. L'assistanat complet est mauvais. Alors, sous prétexte que, bien sûr qu'il y a des gens qui souffrent, bien sûr qu'il faut aider
Oui, oui, mais pas au nom d'un système qui va entretenir et qui va favoriser l'ingratitude des assistés, parce que c'est cela que l'on voit. Ceux qui sont assistés gratuitement sont des ingrats la plupart du temps. Ils en veulent toujours plus, il manque une assiette. Donc les inconvénients de la générosité sans limite, la tyrannie des grands, c'était Alexandre le grand frère, parce qu'il était plus puissant, mais il voulait tout diriger et rien partager. La course fatale aux honneurs, l'écroulement des fortunes, elle avait tout, elle n'a plus rien, et puis, etc. Alors je connus aussi ce jour-là que donner trop, eh bien, ne créait que peu de droit à la reconnaissance, que le bienfaiteur n'y gagnait souvent que l'amertume, que rien n'est moins sûr qu'un courtisan. Ah oui, oh tété, oh tété. Ouais, en fait, c'était les assiettes de tété qui intéressaient les enfants. Thérèse, ils s'en fichaient. C'était des courtisans, ces petits gamins-là. De vals courtisans, entre frères et sœurs. Cela est aussi vrai dans les cours royales que dans les républiques démocratiques. Évidemment, les élections et toutes ces stupidités. 7 enfants courtisans d'une poupée m'ont donné les premières clartés sur ces grands mystères. Comme les enfants sont déjà des hommes ou des femmes, et comme les hommes demeurent des enfants, et c'est peut-être seulement pour ceux qui retombent en enfance, eh bien qu'arrive l'âge de la raison, où ils prennent enfin conscience de la suprême vanité des choses et du néant des désirs. C'est très, très profond tout cela. Parce que les enfants, là, vous êtes des petits enfants, mais vous êtes des petits pécheurs. Et si vous ne veillez pas à arrêter d'être des petits pécheurs, quand vous serez grands, vous serez des grands pécheurs. Et c'est de cela dont souffre le monde aujourd'hui. On souffre parce que les enfants, quand ils étaient petits, eh bien, n'ont pas voulu faire violence contre leurs petits péchés. Et quand ils sont grands, eh bien, ils continuent à ne pas faire violence contre leurs grands péchés. Et ça pourrit le monde. On ne veut pas faire son devoir, on ne veut pas penser aux autres, on ne veut pas se faire violence. Et on vit dans le mensonge, on vit dans la cruauté, dans l'égoïsme. Et après, ces petits-enfants deviennent des grands et ils continuent avec leurs défauts et ils nous pourrissent la vie. On souffre de cela aujourd'hui, comme toujours. Donc vous avez beau être bien mignon avec votre petit sourire, non, il ne faut pas s'y tromper. Il faut bien prendre conscience, et l'anecdote le montre, vous êtes petit mais vous êtes blessé par le péché originel. Attention, c'est les cris, c'est les égratignures, c'est les bagarres entre frères et sœurs, c'est les mensonges, et ça continue. Attention. Alors, ça prend peu de proportions parce que vous êtes petit, donc ça reste des petits péchés. Mais c'est uniquement parce que vous êtes petit que ça reste des petits péchés. Et vous devez déjà petit apprendre à lutter contre ces petits péchés. Autre histoire. Le papa de Monseigneur Mayol va à Rome pour un de ses voyages et elle a l'honneur de rencontrer Léon XIII. Et Léon XIII, eh bien, pour honorer ce fidèle serviteur du siège romain, va lui offrir quelques pailles provenant de la couche de Pie IX, donc une relique de 3e classe. Relique première classe, c'est celle qui concerne le corps directement. Relique deuxième classe, les vêtements qui ont touché le corps. Relique de 3e classe, des objets qui ont appartenu au saint ou à celui qu'on estimait vénérable. Et Pie IX était vraiment digne de vénération. Donc pour honorer le père de Monseigneur Mayol, eh bien, Léon XIII offre une relique 3e classe de la paille qui a servi donc au matelas, si vous voulez, de Pie IX. Alors c'est vraiment un beau cadeau, évidemment, et les enfants, eh bien, sont émerveillés de cette relique de 3e classe. Et les grandes filles des Mayol, bien sûr, en parlent à leurs camarades, et vont même en faire profiter leur compagne préférée, évidemment. C'est logique, disons. Et un groupe de filles, les meilleures amies, bien, on partage et regarde. Alors on donne un brin de paille à une, un brin de paille à l'autre. Oui, mais les autres qui n'étaient pas les amis intimes voient bien ça et elles ont aussi envie. C'est une école catholique, elles ont tous Pie IX, on en a parlé, elles voudraient bien une paille de la couche de Pie IX. Alors que faire pour les satisfaire ? Eh bien, c'est là que les grandes filles vont avoir la très mauvaise idée d'aller, parce qu'à un moment donné, le trésor s'épuise. Il n'y a plus de paille de la couche de Pie IX. Bon, elles vont aller dans l'écurie, puis prendre de la paille. Et puis elles vont aller aux copines un brin de paille
mais les autres pensent bien avoir une relique de 3e classe. Alors, toutes celles qui voulaient de la paille de Pie IX avaient de la paille des écuries. Alors, les religieuses commencent quand même à trouver que ça commence un peu à durer, cette histoire, que c'est pas normal que la paille se reproduise comme ça indéfiniment. Donc, elles vont faire une petite enquête et très vite, elles comprennent la supercherie qui est mise à jour. Elles n'étaient pas des mauvaises filles, elles ont mal réfléchi, elles ont été idiotes, mais c'était pas des menteuses et elles ont dit ce qui s'est passé. Alors ce fut un beau scandale, dit Monseigneur Mayol, et si les religieuses furent indulgentes, à la maison, les punitions furent exemplaires. Les religieuses n'ont pas eu le courage peut-être de punir, c'était des jeunes filles, d'accord, ouais, mais à la maison c'était un autre son de cloche. Et là, les filles ont pris ce qu'il fallait prendre. Parce que le mensonge, c'est pas beau. Mais saint Augustin dit que le mensonge religieux, c'est le pire des mensonges. Parce que là, ça aura une répercussion sur Dieu. Donc, le mensonge religieux, non. Attention à ce qu'on dit aux enfants. Bon, d'abord, on ne ment pas aux enfants, évidemment. Mais encore moins sous un prétexte religieux, parce que le jour où la supercherie est évidente, c'est une catastrophe. Alors cette histoire, dit Monseigneur Mayol, m'a toujours laissé en position désagréable devant les reliques, historiquement non prouvées. Ah oui, ce qu'ont fait les filles, la chrétienté l'a fait. Il y a eu des fausses reliques, évidemment. Et ces fausses reliques, aujourd'hui, eh bien, les francs-maçons, les libertins et les rationalistes, eh bien, s'en amusent. Et ils les mettent en avant. Et ça réjaillit, ça nuit aux vraies reliques. Il ne faut pas de mensonge, pas de commerce de cette manière-là. C'est ainsi que les abus sapent les fondements des croyances chez les âmes simples. Avant-dernière anecdote, très instructive là encore. À la maison, dit Jean Mayol, on possédait un cadre de velours bleu roi, qui contenait une rose desséchée, avec cette inscription. Rose donnée par Madame la Dauphine. Madame la Dauphine, c'est Madame Royale, c'était la fille de Louis XVI, donc la seule survivante de la famille martyre à la Révolution, qui va devenir, par son mariage, duchesse d'Angoulême, et qui va suivre la famille royale en exil, quand Charles X, par faiblesse, mais aussi par complot, va quitter le trône. Donc, dans la route d'exil, Madame la Dauphine avait donné en souvenir et en gratitude pour un des soldats, un colonel de la garde, qui lui avait été fidèle, va donner cette rose. Et ce colonel fidèle à Madame la Dauphine, à la famille royale, était le grand-oncle de Jean Mayol. Donc c'était un souvenir de famille et puis en même temps une sorte de relique royaliste. Et voilà maintenant la morale de cette histoire. Souvent de fois, dit-il, quand j'avais été bien sage, ma chère mère me disait: choisis, Jeannot, le petit Jean, choisis, Jeannot, veux-tu 10 sous ou veux-tu un baiser sur la rose de la Dauphine? Voilà l'alternative. Il faut une récompense maintenant. Tu choisis. Récompense matérielle, alors parfois c'était 10 sous ou des bonbons, des sucreries. Récompense matérielle parce que tu as été sage, ou, encore mieux, mais tu choisis, une récompense spirituelle. Formé dès le berceau à un héroïsme, j'aurais rougi de répondre autrement que par un cornélien: maman, la rose. Les bonbons et les 10 sous, ça quand même, ça intéressait le gamin, évidemment. Mais on lui avait appris, on lui avait enseigné, parce que notre Seigneur nous l'enseigne, que le sacrifice existe, que les valeurs spirituelles sont plus importantes que les valeurs matérielles, et que parfois il faut sacrifier les matériels pour les spirituels. Et la maman, de temps en temps, et pas tout le temps, parfois c'était tout de suite les 10 sous ou les bonbons, mais de temps en temps, elle lui proposait, elle lui offrait l'occasion de faire un acte plus héroïque, plus gratuit, aller baiser la rose de la Dauphine. Et voici ce que dit le petit garçon qui maintenant est devenu le prélat. Le baiser me comblait d'aise.
Il y avait un vrai sacrifice malgré tout. Il avait le droit aux 10 bonbons. C'est quand même pas rien quand on est gamin, 10 bonbons. C'est beaucoup, 10 bonbons. Mon renoncement me grandissait. Et c'est ainsi que notre mère nous a menés à comprendre combien le spirituel surpasse le matériel et combien il en coûte dès l'enfance de se façonner une âme de chevalier. C'était l'ambition de ma mère pour tous ses enfants, pas seulement pour Jean. Et oui, on lit la vie des saints et c'est très joli. Les garçons pensent tous être un jour un héros et un chevalier, ou les femmes, la femme idéale. Ça c'est bien en imagination, mais dans la réalité, ça demande beaucoup d'efforts. Et là encore, on rejoint ce qu'on disait. Ça s'apprend petit. Si on veut être un chevalier, il faut déjà être, avoir une âme noble, chercher à la noblesse, la justice, la grandeur quand on est petit enfant. Dernière anecdote, tout à fait aussi instructive que les autres. La famille, les frères et sœurs sont avec la bonne de service, sont en sortie, dans une promenade, au jardin du Luxembourg. Il y a 100 ans, 150 ans. Mais, même il y a 150 ans, il y avait une jeunesse plus frivole, plus libertine, plus dévergondée, qui, bien sûr, aimait aussi ces lieux-là, même si ça n'avait pas l'amplitude que ça peut avoir aujourd'hui. Donc, ils sont au jardin du Luxembourg et l'attention du petit Jean était attirée par un groupe d'adolescents sur un banc qui dénotait. Il y avait là 2 filles qui en peignaient une 3e. Et il y avait autour de ces filles des garçons qui mettaient des fleurs dans les boucles des jeunes filles. Donc un peu léger. Bon, pas gravissime, mais quand même un peu léger. En tout cas, pas le style de la maison. Et le petit Jean est attiré par cela. Il va trouver le moyen d'échapper à la surveillance de son institutrice et de ses aînés. Et il se met près d'une grande fille qui avait les cheveux défaits. Donc en train de... Et voilà que les filles s'amusent du petit garçon, qu'elles trouvent mignon, puis elles le caressent, elles l'embrassent, elles jouent avec, et un garçon le met sur le genou d'une d'entre elles, et puis d'autres lui vont lui acheter des bonbons. Enfin, voilà, donc c'est pas gravissime, mais c'était pas ce qui était prévu. Et puis enfin, les frères et sœurs et l'institutrice ont cherché, ont eu peur d'avoir perdu le gamin, annoncé ça aux parents alors qu'ils étaient en charge de surveiller, vous imaginez la catastrophe. Non, enfin, ils le retrouvent, donc ils s'excusent, ils disent c'est notre frère, et ils le reprennent avec eux. Alors il est grondé, bien sûr, tout de suite, à cause de la peur qu'il a causée par son absence, parce que ça aurait pu être non pas des jeunes un petit peu écervelés, mais des gens mal intentionnés. Ça aurait été une autre ampleur. Bien, mais ça ne s'arrête pas là, évidemment, parce qu'il faut en rendre compte aux parents maintenant. Ça, c'est le règlement immédiat entre frères et sœurs et institutrices. Le soir, je fus accusé de mon escapade devant mes parents. Il n'y avait pas le choix, il fallait faire le compte-rendu. Ma mère me dit simplement, écoutez ça les mamans, « Jean, je suis trop en colère pour te fouetter. Il ne faut jamais punir tant que dure la colère. Mademoiselle, demain, à 11h, vous m'amènerez Jean pour que je le fouette. » C'est magnifique ça. D'abord, première leçon morale, et retenons-la, tant que je suis en colère, je ne punis pas, ça ne sert à rien, je ne suis pas apte à châtier, à punir. Il faut attendre qu'en nous, la colère soit désamorcée. Et là, la raison va être pleine et pourra agir justement. Et là, l'enfant va recevoir la punition aussi avec la raison, puisqu'il n'y aura pas les interférences de la passion qui font paniquer ou font etc. Bien. Donc ensuite la maman va assumer la punition. Elle ne la délègue pas au papa. Elle ne dit pas punissez mon enfant. Non, je vais te fouetter. C'est moi je suis ta mère, je dois t'éduquer, et les choses importantes, c'est la mère ou le père qui doivent les faire. Et là, c'était la mère qui devait agir. Et c'est une violence pour une maman de fouetter son gamin. Elle n'a pas envie, les mamans n'aiment pas ça. Voilà pourquoi elles ne le font pas souvent. Alors qu'elles devraient le faire peut-être plus souvent. C'est ainsi qu'en usait toujours notre mère. Ce n'est pas une exception, c'est une règle chez elle. Et sage règle. Elle nous donnait ainsi à entendre que la correction provenait donc de l'impatience, mais de la justice.
Et c'est pas parce que tu m'as énervé que je vais te taper. Je vais te taper parce que tu mérites d'être tapé. Il faut que tu comprennes que ça ne se fait plus. Donc tu vas le comprendre, si tu ne comprends pas avec ta tête, tu vas le comprendre avec tes fesses. C'est tout. Il y a un dressage inévitable à faire. C'est animal. Et c'est normal. Le lendemain, je fus fouetté à la cuillère à bois et au derrière. Moi aussi, j'ai été fouetté à la cuillère à bois. Je ne suis pas traumatisé. Quand la punition est juste, elle ne traumatise jamais un enfant. Ce sont les punitions injustes qui traumatisent un enfant. Et un enfant sait très bien ce qu'il mérite ou ce qu'il ne mérite pas. Alors ma mère n'attendait pas à 11h souvent. J'étais pas le lendemain. Mais on préférait en fait. Vous allez voir la suite. Et le lendemain, je fus fouetté à la cuillère à bois au derrière. Quel soulagement quand justice était faite. Il a fallu attendre 24 heures l'humiliation. Et oui, la punition, elle commence déjà en fait. Et ça, en fait, les gamins, ils préfèrent se prendre la claque tout de suite, plutôt que d'attendre la punition dans 24 heures. Comme ça, ils peuvent, punition est faite, j'ai pris la claque, au bout de 5 minutes, j'y pense plus, et puis je peux rejouer. Non, là, il faut attendre 24 heures la punition. Mais c'est ça qui fait rentrer les vérités, c'est ça qui fait rentrer en lui-même l'enfant délinquant. Il repense à sa faute et il en profite pour ne plus la refaire. Cette incursion précoce dans les mauvaises compagnies fut jugée d'un mauvais présage. Heureusement, elle tourna fort mal pour moi. Le châtiment qui m'en punit fut assez cuisant à mon arrière-train pour que ma tête retînt ce qu'il en pouvait coûter d'aller chercher son plaisir parmi les mauvais sujets. Conclusion poétique de Monseigneur Mayol. Et oui, parce que il fallait fouetter parce que là, ça c'est bien fini. Mais les enfants sans surveillance, instinctivement, sont comme un instinct, sont attirés par les choses curieuses, dangereuses, etc. Et l'enfant ne réalise pas les dangers qu'il aurait pu courir par cette désobéissance où il a voulu, enfin un peu de liberté et ne pas être avec ses frères et sœurs ou son institutrice ou ses parents. Un enfant ne se rend pas compte de cela. Donc, puisqu'il ne se rend pas compte, il faut que le châtiment le lui fasse saisir. Voilà, je crois que c'était instructif, et instructif pour les petits-enfants comme pour les grands. Parce que là, on a des principes qui sont nécessaires pour grandir en science, en sagesse et en âge, à l'imitation de notre Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.